Bonjour, alors bienvenue sur le site de Maveda. Aujourd'hui je suis avec Maurice Chouclin, oui c'est ça, pardonne-moi. Donc on est en direct de Katmandou, de l'ashram Sri Aurobindo. Nous sommes tous les deux dans les rencontres internationales des écoles démocratiques qui s'appellent IDEC 2023. Et aujourd'hui mon propos c'est de demander à André qui a vécu à l'ashram Sri Aurobindo de Pondichéry son enfance et son éducation, tu détermineras les termes que tu mets derrière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans l'interview que nous faisons ensemble, c'est de pouvoir apporter à la France peut-être une nouvelle vision et peut-être des enseignements et même sûrement des idées, des inspirations. En tant que Française, pour moi c'est important de pouvoir apporter ça. J'ai moi-même un fils qui était professeur de français, qui est parti il y a 2 ans et qui avait vraiment des grandes souffrances dans les systèmes qui étaient proposés. Donc je pense que c'est intéressant si on peut être, entre guillemets, apporter peut-être de nouvelles idées, des sources d'inspiration pour l'éducation des enfants en France. Donc je vais te laisser présenter. Eh bien, moi, je dois dire, j'ai vécu vraiment une enfance de rêve, dans une école de rêve. Cette école a été créée en 1943 à Pondichéry par Mira Alfassa, qui était une personnalité incroyable, qui était d'origine égyptienne et turque et qui est née à Paris au tournant du siècle dernier. Et c'est elle qui avait une vision spirituelle de la vie, de l'évolution de l'homme, et qui est arrivée donc à Pondichéry dans cette quête et y a rencontré un des plus grands philosophes, chercheurs, poètes, révolutionnaires de l'Inde, qui s'appelle Sri Aurobindo. Et tous les deux, ils ont donc créé cette école d'une façon extrêmement, disons, spontanée et naturelle, sans planification. Parce qu'il y a un groupe de 18 enfants qui sont arrivés comme des réfugiés politiques de guerre, parce que le Japon envahissait l'Est de l'Inde et les familles qui étaient à l'ashram, c'était des adultes, qui étaient à l'ashram, ont demandé s'ils pouvaient faire venir leurs enfants pour des raisons de sécurité à Pondichéry. Et donc, bien sûr, tous les deux, ils ont dit absolument. Donc, les premiers enfants sont arrivés et Mère, Mira Alfassa, qu'on appelle Mère par affection, a décidé de les encadrer un peu parce qu'on ne pouvait pas les laisser vagabonder dans les rues. Et donc elle-même, elle est devenue la première personne à encadrer ses enfants. Et en 1943, donc, elle a ouvert cette école et c'était une école absolument révolutionnaire. Parce qu'elle n'avait pas besoin de suivre le conditionnement social et culturel qui existait à l'époque, qui était plutôt britannique. Donc elle n'avait pas à subir tout ce conditionnement et elle a donc démarré cette école sur des principes absolument très très radicaux. 1, il n'y avait absolument pas de programme. Aucun programme. 2, il n'y avait absolument pas un climat de méfiance envers l'enfant. Donc, pas de contrôle, pas d'examination, pas d'examen, pardon. Et l'enfant, arrivé à un certain âge, disons autour de 13-14 ans, une fois qu'il avait les bases nécessaires en
mathématiques, en langue. Il choisissait ce qu'il avait envie d'apprendre. Et donc on lui remettait un emploi de temps vierge et il remplissait son emploi de temps. Donc avec des projets qu'il avait envie d'étudier, avec des professeurs encadreurs qu'il voulait choisir, et une chose très importante, au rythme qu'il choisissait pour avancer dans ce projet. Donc, vous voyez, il n'y avait absolument aucune pression externe mise sur l'élève. Et donc, l'enfant était dans une liberté totale. Et cette liberté entraînait automatiquement une joie incroyable. Et donc c'était vraiment pour la joie d'apprendre que l'enfant venait à l'école. Et l'école était bouillonnante d'activités, même le dimanche. N'ayant subi aucune pression, les enfants étaient ravis d'être présents dans ce milieu entre guillemets scolaire, parce que c'était fondé sur la liberté de choix. Et donc, moi j'ai grandi, j'ai eu vraiment le privilège et la grâce de grandir avec des enseignants. Et une chose fondamentale dans cette école, c'était la qualité du rapport entre l'enseignant et l'enfant. Ce n'était pas du tout un rapport de force. Ce n'était pas du tout un rapport d'autorité. C'était un rapport d'amis, un rapport de guide, très très ouvert et à l'écoute de l'enfant. Et très souvent, on avait des enseignants qui devenaient eux-mêmes des enfants. Et donc on avait l'impression d'être des co-voyageurs, des co-explorateurs sur le chemin de la connaissance. Et c'était tout à fait normal de rencontrer des enseignants à qui on posait des questions et auxquelles ils n'avaient pas de réponse et qui disaient très franchement: je ne sais pas la réponse à ta question, mais on va chercher ensemble. Magnifique. Et tout de suite, il y avait une telle confiance, une telle détente dans l'atmosphère, parce que l'enfant n'était jamais dans un espace où il y avait une hiérarchie. Il n'y avait jamais cette envie d'impressionner l'enfant avec sa connaissance. C'était vraiment une quête de la connaissance dans la joie, dans l'humilité et dans la liberté totale. Et donc, je ne sais pas si je peux vous donner un exemple. Par exemple, moi, à l'âge de 14 ans, j'étais très touché, concerné par, étant très romantique, par la question de la souffrance et de la douleur. Donc, je suis allé voir le monsieur qui était un Français, en fait, qui travaillait pour France Presse à l'époque et qui a tout balancé au Vietnam dès qu'il a connu Shio Bindo et Mira Alfassa, et qu'il y avait un lieu où il pouvait les rejoindre. Et donc il est arrivé à l'école et il est devenu le coordonnateur de ce système d'éducation qui s'appelait le système du libre progrès. Et donc je suis allé voir ce monsieur et j'ai demandé est-ce que c'était possible de faire tout un plan de travail autour de cette question de la douleur et de la souffrance. Mais il était ravi
que je sois venu lui proposer ça. Et tout de suite, on a organisé une planification. Et donc, j'ai commencé les premiers 3 mois à être avec un médecin chirurgien qui travaillait pour un des plus grands hôpitaux de Pondichéry. Et j'ai passé 3 mois avec lui à essayer de comprendre l'aspect biologique, physionomique de la souffrance et de la douleur. Et donc, comme c'était quelqu'un qui était très très souple et compréhensif, il faisait tout pour que ce soit accessible à un enfant de 14 ans. Donc, ce qui demandait quand même un travail à part pour lui, mais comme il était très touché qu'un jeune puisse s'intéresser à ça, il le faisait avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Donc, après 3 mois de cette approche physiologique de la souffrance et de la douleur, je suis passé voir un psychiatre et psychologue pour essayer de comprendre l'aspect psychologique de la souffrance et de la douleur. J'ai passé 3 mois avec lui. Après ça, je suis retourné à l'école et j'ai commencé à explorer cette question, comment c'était exprimé dans la littérature, dans la poésie, dans le théâtre, dans le roman, en français, en anglais. Et j'ai passé à peu près 1 an à explorer l'expression de la douleur et de la souffrance dans le domaine littéraire. Une de mes enseignantes, linguistique, était aussi musicienne. Et donc, elle m'a proposé si je voulais explorer l'expression de cette souffrance et de cette douleur dans le domaine de la musique. Et donc, j'étais enchanté. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait aussi inclure la musique dans cette recherche. Et donc, on a passé 1 mois à écouter de la musique classique indienne, de la musique classique occidentale, pour essayer de comprendre comment la douleur et la souffrance étaient exprimées par des musiciens des cultures différentes. Encore une fois, c'était un enrichissement incroyable. Et c'était un enrichissement non verbal. Et donc, il y avait le temps pour mon cerveau d'assimiler tout ce que j'avais absorbé dans les quêtes précédentes, en médecine, en psychologie, en littérature, pendant cette période où c'était que de la musique. Le proviseur de l'école était philosophe. Il était un philosophe et il m'a demandé « Est-ce que Maurice, est-ce que ça t'intéresserait de faire une petite exploration dans le domaine philosophique, comment le problème a été traité dans la philosophie occidentale, dans la philosophie orientale ?» J'ai dit « Monsieur, si vous pouvez le faire et le rendre accessible à moi, je serai absolument partant. » Et donc, on a passé à peu près 2 mois ensemble à explorer cette question dans le domaine philosophique. Donc, vous voyez, au bout de 2 ans, j'avais exploré quelque chose qui m'intéressait profondément personnellement et il n'y avait aucun besoin pour quelqu'un de voir si j'étudiais, si je faisais tout ce que je devais faire, ou de faire un contrôle pour voir si j'avais compris ou pas compris. Parce que comme c'était une chose choisie par moi, et il n'y avait absolument pas besoin de créer un climat de méfiance. Donc pas besoin de